tout bon. C'est tout bon. Moi aussi, je vais me mettre en mode avion. Après, faut enlever, c'est ça, sinon c'est trop amer. Ouais, je pense. Oui. Sinon, ça va être trop infusé. Toi, t'as pris quoi ? Jasmin. Jasmin. Bon, bah écoute, si t'es prêt, moi je suis prêt. Ouais, allons-y, quand tu veux. Dream & Co. Interview. Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Dream & Co. Nous sommes à l'ISO Café. L'ISO Café, un endroit que j'adore, vous le savez, c'est pas la première fois. Il me fallait un endroit merveilleux pour accueillir un invité extraordinaire, incroyable. C'est le groupe Mustang. Alors, le groupe Mustang made in Clermont-Ferrand. Nous avons à la basse Johan Gentil, à la batterie Nicolas Musset et avec moi aujourd'hui le guitariste, claviériste et chanteur Jean Feltin. Comment ça va ? Ça va, pas mal, un peu malade avec ce temps de chiottes, mais ça va. De chien, oui. Rappelons qu'il pleut et nous sommes en plein début d'automne, c'est triste, l'été indien n'existe pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe Mustang, il y en a encore, incroyable. Il y en a beaucoup, Ouais, mais grâce à cette émission, ça va changer. Comment tu présenterais le groupe en quelques mots ? Un trio de rock français qui a une bonne quinzaine d'années d'existence maintenant, même. On s'est formé en 2006, donc ça fait presque 18 ans. Hey. On va dire un groupe qui mélange pas mal d'influences américaines, on va dire de l'âge d'or du rock, avec aussi de l'électronique et de la chanson française, voilà, pour faire très vaste, et avec des textes en français. Et voilà. Qui a eu l'idée de créer le groupe ? Comment il est né ? C'est difficile à retracer parce qu'on s'est rencontrés avec le batteur historique, l'ancien batteur Rémi Faure, Johan Gentil et moi, on s'est rencontrés en seconde au lycée Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand. Et je ne saurais pas vraiment dire de quelle manière le groupe s'est formé, quoi. Ça s'est fait un peu de manière... Moi, j'avais commencé plutôt par la batterie, mais petit à petit, j'ai joué de la guitare, puis j'ai pris goût à écrire des chansons. On s'est mis à répéter. Et là, quand on a eu une poignée de chansons, on s'est dit quand même c'est sérieux, il faut qu'on répète régulièrement, qu'on essaie d'enregistrer, d'abord tout seul, et puis d'essayer de trouver un label et de faire des concerts. Mais c'est difficile de retracer, de dire une chronologie, on ne s'est pas toujours appelé comme ça. On a eu des guitaristes qui sont passés, qui sont repartis, dont un qui nous a laissé ce nom de groupe d'ailleurs, qu'on déteste. Mais... Alors, Mustang ? Oui. Alors, ok, et d'où ça vient ? C'est-à-dire qu'on avait 16-17 ans, on découvrait, parce qu'on venait pas de famille où il y avait beaucoup de musique, donc on découvrait un peu la musique des années 50-60 américaine. Donc c'était un nom très cliché qui nous semblait renvoyer à ça et qui nous a un peu enfermés, parce que on n'a jamais fait vraiment une musique de puriste, donc ça... Au bout d'un moment, on l'a plus supporté, quoi. Mais ouais. C'est pas grave, il est là, c'est pas très grave. Et là, puis ça reste. Oui, ça la reste. preuve, bien c'est sûr. que plus de 15 ans après, on est là. Oui, mais enfin, on reçoit régulièrement, notamment sur les plus anciens des réseaux sociaux comme Facebook, tout ça, des messages de gens qui nous posent des questions sur les moteurs, sur les jantes. Enfin, voilà. Et alors, des conseils ? Oui, on essaie quand même de les conseiller comme on peut. Alors plus de 15 ans après, vous êtes toujours là. C'est quoi le secret ? Parce que vous êtes un groupe un peu à part, c'est-à-dire que groupe français hyper connu, et pourtant vous n'êtes pas sur les réseaux classiques de l'industrie musicale. Non, en tout cas, on a toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Alors, hyper connu, je crois pas, avec une petite notoriété, oui. Je sais pas. En tout cas, on a fait des disques en major, on a fait des disques en indé total, on a fait des disques là sur un label indépendant. Donc on a toujours navigué comme ça et pour vous répondre, le secret de la longévité, en partie, je pense que c'est aussi l'insuccès parce que ça a fait qu'il n'y a jamais eu d'attente de plaire, de refaire le même disque pour plaire à un certain public. Ça nous a permis de faire toujours ce qu'on voulait et d'avoir envie toujours de prouver qu'on était bon. Donc je le dis presque à chaque interview, mais ce relatif insuccès, on va dire commercial, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction. Je pense que artistiquement, c'est très stimulant aussi. Ouais, et puis alors attendez, parce que vous sortez là, le groupe, vous sortez un 5e album, vous faites des scènes en France, mais vous avez aussi fait des scènes à l'étranger. Oui. Donc quelque part, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'être dans une grande major ? Non, pas forcément. Alors, il faut voir que le groupe a bénéficié d'une phase à ses débuts, autour du premier EP, du premier album, autour de fin des années 2000. D'un gros buzz parce que, comme souvent les nouveaux groupes, pour peu qu'ils soient un peu originaux, très vite tout le métier s'agite un peu, on gagne des tremplins, on nous file un peu de blé pour acheter du matériel, les bureaux export vous permettent d'aller faire des concerts à l'étranger, donc on a beaucoup bénéficié de ça au tout début.
Mais ça fait quand même un moment qu'on n'est pas parti à l'étranger. La dernière fois, c'était avec Blondie en 2017, dont on parlait. Aventure incroyable. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore. Effectivement, vous avez fait la première partie du groupe Blondie à l'Olympia. Oui. Là, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, le batteur dit « Waouh, j'aime ce que vous faites vraiment ». Il vous embarque avec eux en tournée en Angleterre. C'est ça, au Royaume-Uni. Et là, c'est pas passé par les tuyaux, disons, de l'industrie institutionnelle, quoi. C'est vraiment passé par eux. Et c'était incroyable, parce qu'on jouait dans des salles vraiment démesurées par rapport à ce qu'on avait pu connaître avec un groupe qui plus est anglophone dans un pays anglophone. Nous, ne chantons qu'en français. Eh ben, c'est ça. On n'avait pas une seule chanson en anglais dans le set, et pourtant on arrivait à peu près à embarquer les gens les soirs, donc ça c'était cool. Comme quoi le langage de la musique est universel, hein, c'est la preuve. Oui, puis ça évacuait une question, parce que Mustang, on nous parle souvent des textes. Parfois, certains gens du rock peuvent trouver que c'est ça qui fait chanson française. Pour eux, évidemment, c'est un gros mot. Il n'y avait pas du tout ce problème-là en Angleterre, puisque la chanson française, ça n'existe pas. Donc ils voyaient un trio de rock, un power trio qui jouait ses chansons à sa manière. Ça, c'était assez rafraîchissant. Ouais. Et est-ce que à l'époque, lorsque vous avez commencé à créer le groupe, est-ce que vous auriez pu être attiré par des émissions comme The Voice, Starac ou quoi pour vous faire connaître? Moi, j'y pense. Alors, j'ai une copine qui m'avait dit ça quand j'étais pas au lycée, mais après, qui m'avait dit. Ouais, tu chantes. Moi, j'aimais bien chanter depuis assez longtemps. Elle me dit, tu as une jolie voix, tu pourrais essayer de faire un. À l'époque, c'était la Nouvelle Star qui était très, qui avait le vent en poupe au milieu des années 2000. Quoi. C'est l'époque où Julien Doré est sorti, tout ça. Donc, pour des gens un peu snob, c'était ok d'aller à la Nouvelle Star. Mais je l'ai pas fait. Non, non, j'ai jamais. Et aujourd'hui, imagine, moi, j'ai envie de me lancer dans la musique. Quel conseil tu me donnerais? N'y va pas. Je serais bien mal avisé de donner des conseils, surtout de carrière. Bon, déjà faire ce qu'ils aiment. Dans la mesure du possible, essayer de rester maître financièrement de ce qu'ils font. Même si ça demande énormément de travail, ça mobilise un temps qui malheureusement va pas dans la création. Mais l'indépendance, c'est plutôt on l'acquiert, plus c'est pratique, quoi. Plus c'est pratique, surtout ne pas trahir ce qu'on est et chanter des choses qui ne nous correspondent pas, c'est ça? C'est ça que oui, mais vouliez? c'est même une histoire d'indépendance de production, de ne pas être soumis au calendrier d'un... S'il y a un contrat, sortir 2 albums dans l'année. Oui, c'est ça. Ce qui peut être... contre-productif quelque voilà, part. Mais ça, c'est pas pour tout le monde non plus. Tout le monde n'est pas voué à faire de l'administration parce que ça demande d'être vraiment son propre producteur. Nous, ça nous est arrivé. Là, c'est pas le cas sur ce disque-là, mais ça demande beaucoup de temps. Mais c'est sûr qu'à la fin, on est maître de son truc, de son calendrier, de son pognon. Et ça, c'est la liberté que Mustang aime. Oui, en partie, même si là, on a choisi de se soulager, puis on a trouvé un label qui vraiment travaille bien. Comment dire, c'est pas une fin en soi, mais tout dans l'histoire de la musique, on voit que tous les grands artistes, les Prince, Stevie Wonder, tout ça, ont été en quête d'être leur maître financièrement et artistiquement de leur travail. Leur production, etc. Ouais. On va parler de ce nouvel album, Mega Phoenix. Alors, on va déjà parler de la pochette. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette pochette qui est une petite œuvre d'art, hein? Je le mettrai sur les réseaux. Une œuvre d'art, on peut le dire puisque c'est pas nous qui l'avons faite. C'est une œuvre d'Okusai, le peintre et graveur japonais, qui représente un phénix. Voilà, c'est une peinture sur bois qui est très belle, que j'avais mise à la base. Vous savez, au début, quand on travaille sur un disque, quand on envoie des versions qui sont seulement à l'état de mix, on fait un SoundCloud privé et on met une pochette. On n'avait pas encore la pochette, donc j'avais googlisé Phoenix Okusai, parce que j'aime bien Okusai, j'aime bien l'art japonais en général. Et j'avais mis ça. Et on a imaginé plein d'autres pochettes après, mais le batteur nous a dit, mais en fait, vous êtes cons, c'est ça la pochette, vaut mieux laisser ça. Et là, on s'est dit, ok, on va essayer de choper une version super HD. On va appeler le musée Okusai à Tokyo pour récupérer une belle version qui puisse être imprimable de cette œuvre. Ouais. Et puis alors, j'ai envie de dire, c'est cool de mettre en pochette, pas vos têtes, justement. Ben non, ça fait déjà
Sur le précédent Memento Mori, c'était déjà le cas, c'était déjà une peinture, mais là originale d'un ami peintre à moi, David Simonetta, qui avait fait une peinture de commande. C'est pas facile de faire une bonne pochette avec une bonne photo avec 3 personnes. Faire un beau portrait, c'est pas facile, mais c'est déjà plus facile. 3, c'est dur. Les groupes de 5, c'est encore pire. Voilà, ça s'est imposé comme ça. Et alors, le nouvel album s'appelle Méga Phoenix. Pourquoi ce titre ? Alors, Parce que vous avez survécu à plein de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé ? oui, c'est ça. En fait, c'est aussi un objet dans les Final Fantasy qui ressuscite les 3 membres de l'équipe. C'est un jeu vidéo. Ouais, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle japonais qui a été une grande influence, surtout musicale, pour Johan et moi, les 2 membres originaux du groupe. Donc, et dans toute notre discographie, il y a des petits clins d'œil à des jeux vidéo, à des musiques de jeux vidéo. Pour les gens qui connaissent, ils peuvent se faire un petit jeu de piste comme ça. D'accord. Et alors, on va écouter un premier extrait de cet album, La Porte au nez. Tu peux nous dire quelques mots sur cette chanson ? C'est une pure chanson de ressentiment. Hein. Je le veux. En fait, je sortais depuis 2020. J'ai eu des projets différents. Il y a Mustang, j'avais un projet avec mon ex-compagne Joe Vedin, et puis j'ai fait un disque solo l'année dernière. Et c'est des disques qui n'ont pas été simples à sortir à chaque fois, avec en particulier le dernier solo que j'ai fini par sortir seul. De me prendre des vents de label pour le sortir, parce que je l'avais enregistré seul chez moi. Et ouais, c'est très très usant pour les nerfs, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, au bout de 6 mois, 9 mois, où on trouve personne pour le sortir, on se dit, mais le disque va jamais sortir, quoi. Alors qu'on parle pas de très grosses sommes, mais c'est très très usant pour les nerfs. Très compliqué. Ouais. Donc, mais tu dis pas que ça dans la chanson, on parle pas que de ça. Non, parce que après je brode. Les chansons viennent souvent d'une impulsion comme ça. Puis après je brode. Par exemple, ça me faisait marrer la niveau McDo, parce que je me souviens gamin. C'est vrai que j'étais jaloux des gamins qui faisaient leur niveau McDo. Donc j'étends et généralement plus la phrase qui me vient est pire, plus elle est violente, plus elle est cruche, plus j'ai envie de l'écrire, quoi. Je peux pas m'empêcher, quoi. Et on va écouter ça. Dream & Co, le podcast. J'explique tout à la sécu, mais on me ferme la porte au nez. Je branche cette fille qui a un beau cul, mais elle me ferme la porte au nez. Est-ce que j'inspire le dégoût? Est-ce que ma bite elle a un goût? On me ferme la porte au nez. Dans ma poche toujours un CD, mais on me ferme la porte au nez. Je suis toujours prêt à me solder, mais on me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Oh, on me ferme la porte au nez. On me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Non, non, maman, je fais pas de télé. Ne me demande plus, s'il te plaît. Je fais pas les festivals d'été. Je serai chez moi tout juin, juillet. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. Je me ferme la porte au nez. Oh, on me ferme la porte au nez. On me ferme la porte au nez. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. On me ferme la porte au nez. J'arrive à l'entrée du château. Je les vois déjà me rire au nez. Je
Dream Co, l'interview. La porte, ça sonne un peu électro, non? Il y a des éléments d'électronique, Ouais. il y a un riff de synthétiseur, c'est un riff que j'ai trouvé chez moi au synthé. Parce que faut dire que dans cet album, excuse-moi de te couper, mais Mhm. par rapport aux autres, il est hyper varié musicalement, quoi. Oui. Musicalement, on voyage. Oui. Clairement, je pense à des chansons. Il y a Aigre doux, qui est une de Mhm. mes préférées, La porte au nez qu'on vient d'écouter, un petit Je ne suis plus aimé, un petit côté Badabadoum, Michel Legrand un peu, je Un trouve. petit peu dans la balade. mélodie, ouais. Et puis on retrouve un peu le rock qu'on aime chez Mustang. C'était quoi la volonté de cet album? C'était d'explorer de nouvelles choses, de faire une carte de visite de ce qu'on sait faire. Au fond, je pense que tous nos disques ont été très variés, parfois trop, au point de dérouter un peu, de déjouer un peu des étiquettes. Mais on a toujours aimé des formes de chansons assez différentes. J'imagine pas faire un disque. Il y a des gens qui font ça très bien, hein, vraiment. Il y a des disques que j'adore qui sont. Il y a une formule de songwriting qui est appliquée à chaque chanson. Et ça fait un style qui est très unifié, comme ça. Nous, on n'a jamais su le faire. Donc, les chansons, ça vient pas d'un plan. Les chansons sont venues comme ça. Donc, il y avait une chanson un peu. Chanson française brésilienne comme Barbelé. Il y avait la chanson d'ouverture avec les violons. C'est vraiment très empirique, quoi. Après, on essaie de l'unifier un peu avec la production, mais ça a toujours été comme ça. Et puis il y a un truc aussi, mais j'ai jamais aimé. C'est pour ça que on n'a jamais été des puristes. J'aime pas l'idée que dans le rock au sens large, il y ait des règles. C'est pas drôle, quoi. Le rock, c'est quand même une musique qui est censée être amusante à faire, Rebelle un peu, écouter. genre Puis pas suivre des... libre. Enfin, on est censé faire ce qu'on veut, quoi. Si c'est pour dire non, il faut telle guitare pour faire ce genre de truc, non, il faut tel tempo pour ce genre de truc, ça me fait chier, quoi. Ça. Et justement, quand vous avez préparé cet album, parce que vous avez mis 2 ans à peu près pour... Oui, parce qu'on l'a enregistré sur des petites sessions très éparses sur 2 ans en particulier, parce que chacun a sa vie, on vit pas dans les mêmes villes, donc c'était pas simple. Alors justement, comment vous faites quand on vit pas dans la même ville? Toi, tu écris les chansons, c'est ça? La plupart, mais Johan compose aussi un peu. Ouais. Et vous vous retrouvez, telle date on se retrouve, on enregistre, ou chacun enregistre dans son coin ou... Non, c'est vraiment telle date, on enregistre, on communique avant sur des maquettes ou des trucs, même si on a fait très peu de vraies maquettes poussées sur ce disque-là. Et puis, on se retrouvait généralement des séances de 2 à 3 jours. Je sais pas, mi bout à bout, on a dû faire 2 semaines, quoi. Sur 2 ans, quoi. Pas mal. Le ratio, Oui. Pas mal. Et alors quand on écoute l'album, les paroles parfois sont assez acides, assez cash. Je pense à une chanson comme Chanson française. On va pas se mentir, on va pas se faire que des amis avec cette chanson. Tu pensais à qui? Je pense à tout, disons. Je pense à une vision de la chanson française que j'aime pas, que je trouve très réductrice, qui serait qu'elle doit être très littéraire, très métaphorique, en particulier pour parler de sujets comme les vrais sujets, je sais pas, la mort, le sexe, l'argent. Vous, dans les paroles, vous êtes un peu plus trashouille dans Mustang. Oui, même, bien sûr. Enfin, on n'hésite pas à dire le mot beat, non, bien par sûr, exemple, mais ou autre. Et ça rime. Ça rime. Ça Oui, rime. il y a quand même des rimes. Mais disons que je me suis toujours méfié de la chanson littéraire et de confondre la chanson et la poésie, parce que c'est pas la même chose. On la subit pas en termes presque temporels, on la subit pas de la même manière entre un texte lu et une chanson qu'on entend. Il y a des réussites bien sûr de chanteurs qui étaient très proches de la poésie, mais Un Claude Nougaro, par exemple. oui, mais Non. encore qu'il est assez musical, Nougaro. C'est-à-dire que ses textes sur papier ressemblent pas à des poèmes. Comme il était quand même fan de jazz, on sent qu'il essaie de placer Ce rythme oui, voilà. un peu. Trenet, pareil, mais Trenet, c'est carrément, il arrive à être vraiment au sommet à tous les niveaux. C'est plus la nouvelle génération à laquelle tu penses. Moi, Est-ce que t'as vu comment c'est j'essaie beaucoup de te une histoire de faire formule. C'est-à-dire que, je me souviens, la formule m'est venue, elle pèse une tonne, elle pèse que dalle. Parce que c'est vrai que l'héritage est lourd et en même temps, c'est vrai qu'à l'étranger, elle pèse pas beaucoup. Donc là, j'ai déroulé la chanson, mais c'est pas une chanson à thèse non plus. C'est-à-dire que c'est un peu les mots qui viennent qui dictent ce qui va. Vous savez, les écrivains disent ça, ils disent les personnages deviennent ce qu'ils veulent au bout d'un moment. Ouais. Donc les chansons, ça peut être un peu comme ça. Ça dépend comment on le reçoit aussi, comment le public Oui, bien sûr. l'entend et le... Mais c'est vrai que, par exemple, ça m'a toujours énervé qu'on n'autorise pas la même liberté en chanson française qu'on autorise au rap.
moi j'ai aimé beaucoup de rap français. Maintenant, ça m'intéresse plus, mais Et c'est quoi la liberté, par exemple, qu'on retrouve dans le rap c'est du vocabulaire, du placement, Ouais. des thèmes, et ça, malheureusement, il y a, en particulier dès qu'il s'agit de parler, comme je disais, des vrais sujets, sexe, argent, la mort, Ouais. où là, il faudrait enrober ça avec des métaphores hyper vieillottes. Moi, ça m'a toujours fait chier, ça. Ouais. Nous, ce qu'on aime, c'est le cash. Dream & Co. Interview. Alors, dans cet album, il y a aussi des invités, Oui. 2 notamment. Alors que je n'écorche pas les noms. Thomas de Pourquerie, tu peux nous présenter? Alors, Thomas de Pourquerie, je l'ai rencontré par mon avocat. Ah ouais. Enfin, mon avocat, mon conseiller juridique, c'est-à-dire celui qui me file des coups de main pour lire des contrats que moi, je ne sais pas lire. Et il se trouve que c'est son cousin. Et je connaissais le musicien, bien sûr, je l'avais vu jouer. Je l'ai vu à la Cigale il y a quelques mois, c'était super. Et pour dire, c'est un peu le premier disque qu'on a des invités, qu'ils soient instrumentaux ou chanteurs. Et on s'était dit quand même il était temps de sortir un peu de l'autarcie Parce que vous faites un et duo d'ouvrir un musical peu la maison. avec lui. Vous faites un duo musical quelque part avec lui. Oui, c'est-à-dire qu'il est, même si, bon, en l'occurrence, ça s'est fait à distance, Ouais. un saxophone, c'est quand même assez proche de la voix, parce que c'est un Ouais, instrument de De souffle. souffle. Et je sais pas, moi, c'est comme si on avait ouvert les fenêtres, c'est-à-dire que d'un coup, d'avoir la voix de quelqu'un d'autre, la musicalité de quelqu'un d'autre sur un de nos disques, ça a fait beaucoup de bien, quoi. C'est très beau ce qu'il a joué. Ouais, c'est Il est un allé petit- très vite. Ouais. Et puis quand on écoute l'album, ça fait, comme tu dis, une petite respiration après les textes, Oui. parfois un peu trash. Oui, parfois c'est pour un ça peu qu'on voulait dur. l'instrumental comme ça après, Ouais. qui est composé justement par Johan, là, le bassiste. Et voilà, quoi. C'est quelque chose que j'ai envie qu'on fasse un peu plus dans le futur, parce que c'est vrai qu'on a toujours été un peu dans notre coin. C'est quand même un peu, au bout d'un moment, ça devient un peu, comment dire, un peu masturbatoire, quoi. Enfin, c'est bien, Tout simplement. bien d'ouvrir un peu la On a l'image. maison. Un autre invité aussi, Arthur Teboul, que Ouais. les gens connaissent, parce que c'est les chanteurs du groupe Feu Chatterton. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Entre vous trois, vous quatre, avec le groupe? On s'était croisés quelques fois sur des scènes. D'abord, c'était un des rares types qui se gênait pas pour dire du bien de nous en interview, donc ça fait plaisir. Et puis, c'était une chanson très très de rumination, quoi. Moi, je fais un peu, je suis un peu Tati Daniel, quoi, dans la chanson. La Je suis chanson un peu, s'appelle- ça pue, machin, j'ai mal Alors, aux pieds. Juste pour dire, la chanson s'appelle Aéroport. Oui, c'est une chanson contre les aéroports. Donc c'est ton ressenti. Voilà. Parce que- Et lui arrive, cette voix arrive pour calmer. Mais initialement, il y avait que la partie vraiment rumination, quoi, grognonne. On trouvait ça un peu monolithique, donc on s'est dit ce serait bien qu'il y ait une voix qui soit, elle, une invitation au voyage. Et c'est Nico qui a suggéré Arthur, parce qu'il a une dimension hyper lyrique et un lyrisme quand même qui est plus positif que le mien. Donc on s'est dit que ça pourrait faire un contrepoint hyper marrant. Et puis il apporte une certaine douceur à cette, Oui, à bien cette sûr. rage que tu dégages dans la chanson. Et voilà, je trouvais ça marrant. Le morceau a quelque chose d'un peu monstrueux, d'un peu bizarre, mais je trouve que c'est réussi. Et pour découvrir ce duo, je vous invite à vite choper le nouvel album de Mustang Mega Phoenix qui est dispo là maintenant sur toutes les plateformes et puis aussi en vrai. En vrai, en On aime les vinyle, vinyles. et un très beau vinyle. En plus, vous pourrez encadrer la pochette Voilà, du disque. donc ça, pour découper et jeter le disque si vous voulez, si vous voulez que la Ça pochette. fait déco. Du moment que vous l'achetez, ça revient même pour nous. Hein. C'est le moment du coup de cœur de l'invité. Dream & Co. Le coup de cœur de l'invité. Alors, quel est ton coup de cœur? Alors, il n'est pas musical. En fait, c'est comme on m'a dit, je peux choisir aussi bien un disque qu'un film. C'est un film que j'ai découvert il y a très peu de temps parce qu'il est arrivé sur Netflix. C'est Make to My Love de Keshish. Et j'aimais bien Keshish, mais j'avais toujours des réserves sur ces films. Sur celui-là, j'en ai aucune. J'ai trouvé ça incroyable. Je sais pas, je crois que c'est le plus grand film français que j'ai vu depuis des trucs de Piala, d'ailleurs auquel il ressemble un peu. Mais je sais pas. Pourtant, le film raconte rien. C'est juste des jeunes qui se draguent dans le sud. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dramatique. Mais on a l'impression d'être avec eux. C'est plus vivant que. Je sais pas comment il fait ça, quoi. Je pense que c'est un génie. J'ai trouvé ça m'a hypnotisé pourtant ça dure 3 heures. Il y a une scène au milieu qui pourrait être ridicule où
où on voit des brebis, alors je sais pas si on dit mettre bas ou accoucher, qui pourrait être une scène ridicule dans un film comme ça sur les hormones, les jeunes et leurs hormones, et ça marche avec de la musique classique par-dessus, et je sais pas, c'est incroyable. J'ai trouvé ça prodigieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merde pour ce nouvel album. Méga Phoenix, je vous le conseille. Moi, je l'écoute en boucle. Je dois en être à peu près 50 d'écoutes là, à l'heure qu'on est. À très vite sur Dream & Co. Merci. Et merci à Iso Café de nous avoir accueillis avec un très bon thé et une très bonne pâtisserie qu'on va manger maintenant, évidemment. Dream & Co, le podcast.